11h02 exactement, nous sommes ravis de vous retrouver de nouveau pour un nouveau numéro de On parle auto avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Vous allez bien? Écoutez, merveilleusement bien. Il paraît qu'il va faire beau ce week-end, donc on va en profiter on va enfin. en profiter. Et alors des températures qui vont frôler les 29 degrés dans le sud de la France, profitez-en. On n'est pas tout à fait dans le sud, mais bon. Vous êtes venu avec quelle voiture ce matin? Je suis venu avec une décapotable, mais avec une petite Mazda MX-5, mais capotée parce qu'il y avait quelques gouttes ce matin. Exactement. Alors, il n'y aura pas de gouttes au programme d'On parle auto, si ce n'est des gouttes de bonheur. On va parler d'automobile avec vous qui êtes passionné. 0826 300 300. Vous nous rejoignez. Toute question, pratique auto, question achat voiture, la totale, moteur, huile, tous, il sait tout. Il sait tout. Donc vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On va aussi parler de votre test auto de la semaine à 11h30, Mister Jean-Luc. Oui, on va parler d'une voiture schizophrène. Alors, aucun rapport avec moi, n'est-ce pas? Double personnalité. Exactement, qui est à la fois une vraie voiture électrique et une vraie voiture hybride. Ça s'appelle le Suzuki Acros. En fait, c'est un cousin proche, on peut dire même le petit frère du Toyota RAV4 hybride rechargeable. Et c'est pas une mauvaise idée, bon, à condition évidemment d'avoir le budget. Nous allons aussi parler d'une autre source de pollution, le freinage sur les voitures. Oui, parce que vous savez que les dernières voitures, en fait, on se focalise sur les émissions à l'échappement. Elles ont beaucoup diminué depuis qu'il y a des filtres à particules. Là, on parle des particules. Le freinage, par exemple, c'est 4 fois plus de particules que celles émises par le moteur. Comment on peut régler ça? Parce que c'est bien de dire il y a un problème, mais c'est mieux d'apporter une solution. Eh bien, il y a une solution, figurez-vous, très efficace. On en parlera en détail dans On parle parle française. Auto. Oh, joli. Et puis, dans quelques instants, on va vous poser cette question. Est-il vraiment interdit de dépasser par la droite? On n'en dit pas plus. Réponse dans quelques minutes. Mais tout de suite, c'est place à vous au 0826 300 300. Question pratique auto. C'est parti, on parle auto sur Sud Radio. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous savez que vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Je prendrai le temps, comme j'aime le faire tous les week-ends, de vous faire un petit coucou et de lire vos questions ou vos réactions. Et puis vous verrez nos jolies trombines. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Ça y est, les gens prennent le pli du Dame Laurence, c'est bien. Oui, vous êtes où Thierry? Parce que vous nous dites qu'il fait beau. Écoutez, je suis en Haute-Savoie, moi. Vous avez une petite pointe d'accent. Ouais, j'aime bien. Oui. On vous écoute pour votre question, Thierry. Écoutez, en préambule, je ne vais pas dénigrer les véhicules hybrides parce que je roule en hybride depuis 2010. D'accord. Donc je roulais dans une Prius et en fait je m'ennuyais un peu parce que c'est jamais en panne. Alors je me suis dit je vais changer, je vais prendre le meilleur des deux mondes et j'ai acheté un Outlander hybride rechargeable. D'accord, voilà. Donc un véhicule, comme je disais à l'instant, schizophrène, qui peut rouler en électrique. Quoique l'Outlander en électrique, vous faisiez combien de kilomètres avec? C'est quoi? C'est 35, 40? Écoutez, en Haute-Savoie, l'hiver, c'était plutôt autour de 20. Ah oui, d'accord. Ça fait pas beaucoup. C'était pas beaucoup. C'était quelle génération, excusez-moi? C'est la troisième, c'est la dernière. D'accord, la dernière avec le moteur de litre 4. C'est le PHEV en fait, c'est ça? Mais alors vous disiez que vous aviez marre des voitures qui tombaient pas en panne, ça veut dire que vous êtes tombé en panne avec celui-là? Oui, effectivement. Le 12 février, le tableau de bord s'est mis un petit peu en phase sapin de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Super. Donc, c'est un peu tard, 12 février. Oui, pour le 12 février, c'est un petit peu tard. Ouais. Donc, elle a été prise en charge par Mitsubishi et puis le diagnostic est tombé, c'est la batterie, la grosse batterie, la batterie de traction, voilà, qui était, il y avait de l'eau dedans puisque les joints étaient mal faits et donc il fallait changer la batterie. Il y a eu un diagnostic parce qu'en fait les batteries de traction normalement c'est parfaitement. Quand je dis c'est parfaitement étanche, c'est pas forcément parfaitement étanche parce que les pompiers par exemple ont accès à des trappes spécifiques pour noyer les batteries. Si vous avez une Zoé, que vous avez un accident, quand les pompiers vont arriver, sous le siège arrière, il y a un orifice et ils vont remplir d'eau la batterie pour éviter qu'elle s'enflamme après. Parce qu'une batterie qui est abîmée, même 24 heures, 48 heures après, la voiture peut prendre feu. Mais alors, question sur la batterie de traction, évidemment, rien à voir avec la traction de Citroën. Donc, quand on a deux batteries dans la voiture, il y en a une qui sert à la traction
Oui, vous avez la l'autre grosse batterie, là en Voilà. l'occurrence, elle fait 13,5 kWh. Donc c'est important, hein. 1 kWh, c'est 1,5 kW, c'est la puissance de votre fer à repasser. Donc vous voyez, vous avez une batterie qui serait capable d'alimenter votre fer à repasser pendant 10 heures. D'accord. Voilà. Donc c'est la grosse batterie de traction qui fait fonctionner le moteur électrique. Et à côté de ça, vous avez une petite batterie qu'on appelle la batterie de service, qui est une batterie en général en 12 volts, mais maintenant il y en a qui passent en 24 volts. Et cette petite batterie-là, ça sert à allumer l'autoradio, à allumer l'intérieur, enfin le tableau de bord, à fournir l'énergie à l'ordinateur de bord. D'accord. Donc c'est deux systèmes, j'allais dire complètement différents, ils sont quand même reliés l'un à l'autre. Ouais, bah voilà, Donc, c'est la clair. batterie de traction, en fait... c'est très étonnant ce que vous me racontez, parce que le diagnostic qui a été fait, c'est donc vraiment un défaut d'étanchéité de la batterie. Vous n'avez pas roulé dans l'eau avec votre voiture? Ah non, en fait c'est le joint d'étanchéité qui a été mal fait par le robot. Ouais. Oui. Voilà, donc c'est un défaut Le constructeur. C'est un défaut du constructeur, Ouais. c'est un défaut de conception, enfin pas de conception, mais c'est ce qu'on appelle un vice caché. Donc la batterie a été prise en charge par Mitsubishi. Comment ça s'est passé? Bah écoutez, d'abord la batterie, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe, donc les cellules certainement sont fabriquées en Parce Chine. qu'ils les réparent, hein. Vous savez qu'ils réparent aujourd'hui les batteries. C'est-à-dire, on ne vous change pas l'intégralité de la batterie, parce qu'une batterie, il y a plein de cellules à l'intérieur, c'est plein de petites cellules qui sont les unes à côté des autres, et on est capable aujourd'hui de diagnostiquer quelles sont les cellules abîmées et de remplacer les cellules donc, qui sont déficientes. Alors, mais du coup, comment on peut faire là pour Thierry? Quelle est sa solution? Comment vous faites? Il faut changer la batterie de traction. Mais du coup, il vient d'acheter la voiture, donc il peut demander un prix, Non, mais une remise. normalement, ça doit être pris à 100% en charge par Mitsubishi. Puisque à partir du moment où on a diagnostiqué qu'effectivement il y avait un défaut d'étanchéité de la batterie, c'est pas lié à l'usage du véhicule, c'était un défaut qui était là au départ. Okay. Et comme il habite à la montagne, et on imagine il y a des grosses inversions de température, il y a de la neige l'hiver, il y a de l'eau l'été, donc il y a de l'humidité qui a dû rentrer dans la batterie, abîmer des cellules, il doit vous remplacer. Thierry, ça doit rien vous coûter, ça doit être remplacé totalement. Vous avez fait une demande pour conclure? Comment on est où, là? Pour conclure, comme la batterie vient du Japon, en tout cas la pièce, je me suis dit quand même, elle va faire 17 000 km. J'ai demandé une indemnisation pour la voiture, c'est-à-dire qu'ils la reprennent Alors, au prix de l'Argus, quoi. Non, mais normalement, ils doivent vous la prendre au prix du marché, parce que le prix de l'Argus... Alors, explication de Jean-Luc Moreau sur Sud Radio, allez-y. Et après, allez-y. Le prix de l'Argus, c'est un prix minimum. C'est en fait plus un prix pour les professionnels, c'est un prix de rachat du véhicule quand vous vendez votre voiture à un professionnel. C'est pas un prix de marché, le prix de l'Argus. Donc, quand on vous dit on vous rembourse votre voiture au prix de l'Argus, il ne faut pas vous laisser faire. Vous dites non, attendez, le prix de marché, c'est pas le prix de l'Argus. Vous regardez les annonces, vous allez sur les sites d'annonces, il y en a des kilomètres. Et vous regardez les véhicules similaires aux vôtres, la même année, le même kilométrage, etc. Et vous faites une moyenne de tout ça. Et là, vous avez un prix qui correspond au prix de marché. Bon. Le prix de l'Argus n'est pas un prix de marché. D'accord. Bon, il faut faire ça, mon Thierry. Vous nous tenez au courant? Mais Thierry, on va rester en contact tous les deux. Et je vais lui organiser ça avec Mitsubishi. Super. Super Thierry. Très bien, merci Thierry. Beaucoup. Donc on garde vos coordonnées, puis Jean-Luc vous rappelez Thierry hors antenne. Quelques réactions déjà sur Facebook. Merci à tous d'être avec nous sur la page Sud Radio de Facebook où vous nous suivez. Stéphane nous dit bonjour. Stéphane d'ailleurs il aura une question, Jean-Luc, un avis ou une recommandation sur une 508 RX Hybride 4, on en parlera tout à l'heure. Il y a Christophe aussi qui dit bonjour Laurence et Jean-Luc, que pensez-vous du Turbinator? C'est pas la voiture que vous préférez? Non. La 508, non, RXH, c'est pas celle que je préfère. Donc voilà. Voilà. Hein, okay. C'est l'hybride diesel. Et le Turbinator, what is it? That is the question of Christophe. Christophe qui nous dit bonjour Laurence et Jean-Luc, que pensez-vous du Turbinator? On ne sait pas. Donc Christophe, il faut développer sur la sur le Turbinator. La page Facebook de Sud Radio. Allez, on continue. Dans quelques instants, on vous pose cette question. Est-il vraiment interdit de dépasser par la droite? On en parle ensemble sur Sud Radio. C'est pas de la... Et avec vous, bien sûr, au 0826 300. N'oubliez pas d'ailleurs le rendez-vous que je vous donne à partir de midi. Ça roule avec Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes. Et nous allons, entre autres, évoquer l'état des routes en France. Et Covid, évidemment, y est pour quelque chose aussi. C'est catastrophique. Catastrophique l'état des routes en France. Catastrophique. Donc on en parle à partir de midi. D'année en année, c'est juste un scandale. Et on aura un maire d'une très jolie commune de Gironde qui nous expliquera sa réalité, qui ne peut pas. Alors il fait du patchwork. Il ne peut pas réparer ses routes. Et c'est partout un peu comme ça en France. On en parle avec vous au 0826 300. Donnez-nous votre avis, votre réalité sur vos routes au 0826 300 à partir de midi.
Sud Radio, on parle auto. Nos 1000 centres sur sécuritest.fr. N'en déplaise aux ayatollahs de la répression routière, monsieur Jean-Luc Moreau, ces dernières années, la vitesse des Français sur la route a sensiblement baissé. Les confinements successifs ont aussi considérablement diminué le trafic. Pourtant, cette conduite moins rapide et plus fluide génère des comportements dangereux. On remarque par exemple que le dépassement par la droite sont de plus en plus fréquents. Or, même vous qui n'avez jamais eu votre permis. On avait dit qu'on n'en parlait pas, Laurence. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai rien dit. Vous savez que la règle générale, c'est le dépassement par la gauche. Oui, effectivement, il semble que les règles des confinements successifs ont fait oublier les règles du code de la route. En fait, c'est ça. Les Français doivent être un peu Shadok. Ils ont un cerveau à 4 cases. Donc, quand on remplace une règle par une autre règle, ils oublient la première. Bon, c'est vrai qu'avec des autoroutes avec un trafic un peu clairsemé, certains ont tendance à circuler sur la file du milieu. Lorsqu'il y a 3 voies, ouais. Alors c'est une infraction déjà, on va le rappeler quand même, de circuler sur la file du milieu. Quand il y a de la place. Quand il y a de la place à droite, et c'en est également une de dépasser ce même véhicule par la droite. Bon, enfin j'imagine quand même qu'il doit y avoir des exceptions, parce que si je tourne à droite, est-ce que j'ai le droit du coup de vous dépasser par la droite? Oui, alors vous pouvez dépasser par la droite un véhicule qui est dans une file qui ne va pas dans le même sens que vous. Hein. Si vous êtes sur une branche d'autoroute et que il y a une branche qui part à gauche et une autre branche à droite, vous avez évidemment le droit de rouler un peu plus vite sur la file de droite, donc de dépasser virtuellement le véhicule qui est à gauche. Et vous avez aussi le droit de dépasser par la droite un véhicule qui tourne à gauche si le conducteur a manifesté son désir de tourner à gauche. Il a ralenti, il a mis le clignotant. Alors ça pareil, le clignotant, on en parlera un jour, mais c'est un truc que les gens ont tendance à oublier. C'est 3 points sur le permis de conduire. L'ami Pierre, il dit que c'est en option sur les voitures. C'est un truc de dingue. Oui, c'est vrai. Et quand on est motard, on se rend compte qu'effectivement, les automobilistes oublient le clignotant et le rétroviseur, alors que normalement on doit mettre d'abord son clignotant et ensuite regarder dans le rétroviseur. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que je peux dépasser un bus qui circule dans une file d'armes à gauche? Heureusement, parce que dans certaines villes, prenez l'exemple, tiens. Ah oui. Alors, j'aime pas prendre l'exemple de Paris, parce que pour moi, c'est un mauvais exemple. Oui, puis c'est pas le centre du monde. Non, exactement, mais vous avez quand même des files de bus qui sont à droite. Et après certains carrefours, elle se retrouve au milieu de la chaussée. C'est vrai. Voilà. Donc, bien évidemment, si le bus il est arrêté dans la file au milieu, vous pouvez le dépasser par la droite. Ça, c'est totalement évident. Et s'il y a des embouteillages comme à Bordeaux, à Montpellier, à Lyon, à Marseille ou partout, partout dans les... Il commence à y avoir de nouveau des embouteillages. On avait un peu oublié. On avait un petit peu oublié depuis lundi, là, tout le monde est ressorti. On a tout le monde. Oh là là, c'est fou. Dans un embouteillage ou un flot de circulation ininterrompue, lorsqu'une file circule plus vite que l'autre, bien évidemment, vous n'allez pas vous arrêter si vous êtes à droite d'un véhicule qui roule moins vite et que vous deviez le dépasser par la droite. Donc vous avez le droit, dans ces conditions-là, de dépasser un véhicule par la droite. Donc on a bien compris qu'à part quelques exceptions, c'est interdit par le code de la route. Mais d'ailleurs, si je suis prise en défaut de dépasser par la droite, ça va me coûter combien? Ça va vous coûter 135 €, un retrait de 3 points. Vu qu'il vous en reste plus beaucoup, ça va... C'est pas vrai. Ah bon? Non, j'en ai 11. Ah, c'est bien. Un de plus que moi, alors. Chanter Beaumerle. Voilà. Et puis, si la situation est vraiment dangereuse, typiquement... vous faites une queue de poisson à un véhicule de police en le doublant par la droite. Il faut stop. Alors vous pouvez avoir une peine complémentaire de suspension de permis pendant 3 ans maximum. Ah ouais, quand même. Hein. Bon, et pourquoi c'est sanctionné si lourdement en fait? Simplement parce que certaines voitures n'ont toujours pas, alors des voitures anciennes, de rétroviseur à droite. Donc on a du mal à savoir qu'un véhicule peut vous dépasser par la droite et ça peut créer des situations extrêmement dangereuses. C'est pour ça que c'est sanctionné lourdement. Et ben voilà, on a fait le tour. Eh ben oui. C'est cool, hein. Merci de ce petit piqûre de rappel. Je vous en prie. Prigez-moi, il n'y a pas de souci. Allez, tout de suite, on continue notre rendez-vous, puisqu'on a parlé sécurité routière. Maintenant, on va parler questions pratiques. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Allez, on continue avec vous, Guy, que l'on accueille avec beaucoup de bonheur sur Sud Radio. Bonjour, Guy. Bonjour. Bonjour Guy. Comment il va, Guy? Il va très bien. Il vient d'arriver en vacances dans le sud. Oh là là. Avec un soleil magnifique. Ça coupe. Guy, on vous entend plus. Vous devez être dans un très long tunnel. Guy, vous êtes où? Le haut-parleur, non, vous êtes où? On vous taquine. On vous taquine parce qu'on vous trouvait insolent d'être en vacances dans le sud et vous avez bien raison. Vous êtes où? Fréjus. Oh, voilà. En plus, voilà. Alors, on vous écoute, Guy.
Donc j'ai une Kia Niro de 2019 et sur le guide de la voiture, il est dit qu'il faut mettre du samplon 98. Ma question, est-il possible de mélanger avec de l'E10 ? Vous pouvez même rouler à l'E10. Je vous explique pourquoi. Parce que en Europe, il y a une homologation. Les véhicules qui arrivent sont soumis à des tests d'homologation et il faut que tous les véhicules utilisent le même carburant pour cette homologation. Or, le carburant de l'homologation, c'est du super samplon 95 E10 désormais. Donc, un véhicule qui est nouvellement homologué, c'est le cas du vôtre, c'est pas un véhicule qui a 40 ans, le Niro hybride, il peut rouler au 95 E10, il n'y a absolument aucun problème. Alors pourquoi est-ce qu'il y a écrit 98 sur la notice ? Je vous avoue que je n'en sais rien. En plus, c'est pas un moteur très poussé. Alors, c'est un moteur avec un rendement qui est très important, puisqu'il atteint pratiquement 40% de rendement. C'est un des moteurs thermiques qui a un des meilleurs rendements du marché. Donc, il est possible qu'il ait ce rendement avec du 98 et que si vous mettez du 95 E10, il ait un rendement un petit peu inférieur, c'est-à-dire que vous allez consommer légèrement plus. Mais vous pouvez rouler avec du 95 E10 absolument sans risque. Je suis même persuadé que vous pourriez mettre du E85 dedans sans que ça déconne. Bon, Guy, super réponse. Merci beaucoup, je vais tester ça incessamment. Et voilà, c'est parti. Bonnes vacances. Bonnes vacances, Guy. Insolent. Combien de temps vous restez là-bas, Guy ? 4 mois. Non. C'est plus des vacances, mais vous avez... sommes retraités, c'est l'avantage. Non, vous avez tellement raison. Et est-ce que vous êtes content de votre Niro, tiens ? Moi, très content. Ma femme, un peu moins. Pourquoi ? Et pourquoi un peu moins ? Parce que quand on met l'automatique sur l'autoroute, la cruise control, eh bien, ça donne des à-coups quand il y a une pente ou une descente et d'un seul coup, le moteur se met à... Ah bah oui, oui, forcément. Et il paraît que ça perturbe le chien aussi. Ah. On va tout savoir. Alors pour le chien, c'est Natacha Harry, vos animaux de 10h à 11h. Vous demandez au chien d'appeler pour l'émission d'avant pour expliquer. Ok. Bon, mais un gros bisou et profitez du Sud et prenez soin de vous et de votre dame et de tous ceux que vous aimez. On vous embrasse fort. Ok, merci beaucoup. Au revoir, Guy. Au revoir. Vous vous souvenez qu'on a une question sur le Terminator Oui, c'est quoi alors ? C'est pas le Terminator. Notre ami Christophe l'a vu sur Vintage Mécanique de François Alain, l'émission. Ah oui, non, c'était le Range Rover qu'ils ont modifié cette semaine, c'est ça ? Sans doute. A priori, ça va être ça. Bon, écoutez, on appellera François. Je vais vous raconter ma vie. Demain, on déjeune avec François, je lui poserai la question. Voilà. Et on aura la réponse la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon Guy. Passez de belles vacances. Allez, dans quelques instants, on va parler de ce test auto que vous avez effectué. Le Suzuki Across Plug-in Hybrid. Yeah. Et on peut pas faire des noms de voitures courts. Avant, moi, j'avais juste ma 205, c'était bien. Mais alors là, c'est des noms. Mais les Japonais, c'est des grands spécialistes. Et encore là, c'est simple. Des fois, ils ont des trucs à rallonge. C'est un truc incroyable. Bon, tiens, moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai rallongé. On se fera une chronique pour rigoler un jour. Je vous trouverai les noms de voitures les plus abracadabrantesques. On avait fait des choses comme ça, nous, un peu partout, même selon le pays où vous êtes. Il y a certains noms ici qui n'ont pas le même. Vous voulez un exemple allez, qui me fait beaucoup rigoler. Je suis allé essayer cette semaine le nouveau Hyundai qui s'appelle le Bayonne. Bon alors, jambon. Voilà, oui, c'est pour les jambons. C'est pour les jambons. C'est exactement la blague que j'ai fait. Voilà, donc il s'appelle le Bayonne. Ça n'a rien à voir avec la ville de Bayonne, mais surtout, alors là, bouchez les oreilles des enfants. Avant, Hyundai a sorti le Kona. Oui. Et ceux qui parlent portugais, qui nous écoutent, ils sont morts de rire. Bah ouais, parce que c'est très. C'est la foufoune en portugais, donc voilà. Je vous l'ai dit par Jean-Luc Moreau, et vous ne voyez pas, vous qui écoutez Sud Radio, la tête de Max, notre réalisateur, qui vient d'avoir des yeux comme donc, il a changé de nom au Portugal, quand même. Tiens, c'est un truc à proposer à Brigitte, ça. On va faire une émission, mais il y a des précédents. Il y a la Fiat Ritmo, c'est les Ragnagna en italien. Oui, donc, on voilà. va y aller là, monsieur Moreau. Allez, on va y aller là. À tout de suite sur Sud Radio. Vous l'avez compris, la mauvaise humeur ne sera jamais de mise avec nous. À tout de suite. Et nous voici arrivés au moment du test auto. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. Vous savez que cette émission est la vôtre et que vous pouvez, comme sur toutes les émissions de Sud Radio, vous exprimer. Et si vous avez des questions à poser à Jean-Luc Moreau, il est là pour ça. Sinon, on le ferait pas venir. Bah oui. Je pourrais rester muet pendant l'heure. Non, c'est pas possible. Alors, si vous voulez, en plus, l'essai, vous pouvez aller le voir aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Comme ça, vous verrez en plus la voiture. C'est l'avantage. Puis, c'est un peu plus long.
parce que là, Laurence m'empêche de parler, elle me fouette quand je dépasse les horaires. Donc, je prends mon temps sur la vidéo, donc ça sera un petit peu plus long. Mais les non, hommes, c'est vous pas êtes vrai. des mauvaises foi. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il faut que je tienne cette émission. Je suis là pour ça. Je tiens le guidon de temps en temps. Oui, d'accord. Le volant. Beaucoup de réactions également sur la page Facebook. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup de nous faire confiance et d'être avec nous. Et puis, eh bien, on y va. On va parler de votre test auto. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant de la Suzuki Acros 2,5 plug-in hybride. Waouh! J'ai déjà fait 18 km là. Voilà. En fait, une voiture schizophrène, mais schizo-accélère d'ailleurs aussi, pas que schizophrène. C'est la voiture la plus puissante et la plus chère de l'histoire de Suzuki. En fait, elle est issue, on avait déjà parlé d'une Suzuki avec un partenariat entre Toyota et Suzuki. Et bien là, c'est le deuxième exemple. En fait, c'est un RAV4 légèrement restylé, principalement au niveau de la face avant. D'ailleurs, moi, je le trouve plus élégant que le Toyota. Un peu moins manga au niveau style. Donc, plus passe-partout, c'est plus sympa. Manga, c'est quand vous dites un peu, c'est les courbes c'est des lignes un peu tendues. Voilà, ouais. c'est un peu agressif. Voilà. Là, 4,63 m de long, c'est donc un SUV qui est généreux. Pour autant, il a un coffre qui n'est pas gigantesque, 490 litres. Bon, c'est correct quand même. Mais en revanche, c'est remarquable lorsqu'on sait que le véhicule embarque une grosse batterie puisqu'il est hybride rechargeable. Mais surtout, tout à l'heure, on a parlé du Outlander qui a été le véhicule hybride rechargeable le plus vendu en Europe, qui a une batterie de 13,1 kWh. La batterie de traction. La batterie de traction. Là, il embarque une batterie de 18,1 kWh, donc c'est conséquent. Souvenez-vous que la première Zoé avait une batterie de 22 kWh, donc c'est presque autant qu'une voiture 100% électrique d'il y a 7 ans. Voilà. La recharge se fait en 2h40 minutes, il y a un chargeur interne de 6,6 kW, mais c'est pas ça l'essentiel, on verra plus loin. Bon, l'habitabilité, je vous l'ai dit, le coffre, il est moyen, elle est plutôt bien, aux places arrière, aux places avant. La présentation, voilà, il y a de la place, c'est une grande voiture. La présentation, bon, elle est classique. La qualité des matériaux, elle est classique également. C'est le mot, on pourrait utiliser classique dans tout le truc. C'est de bonne facture sans plus. Il y a un grand écran central. Et Suzuki a fait le choix, et je trouve que c'est pas mal parce que le GPS Toyota, il est souvent aux fraises, de ne pas vous proposer de navigation sur la voiture. Il faudra connecter votre smartphone. Et mais c'est vrai que... pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, quand vous achetez un véhicule, vous vous retrouvez avec le temps de développement des véhicules fait que vous vous retrouvez avec un système de navigation qui va avoir 4-5 ans. Et aujourd'hui, les smartphones, vous avez des systèmes de navigation qui sont presque mis à jour quotidiennement, donc qui sont plus performants. Mais il y a tout ce qu'il faut pour l'Apple CarPlay. Il y a Android Auto et Apple CarPlay, donc vous branchez votre téléphone et puis vous avez tout ce qu'il faut. Ça. Alors, au démarrage, on est automatiquement en mode électrique. On peut sélectionner plusieurs modes. Il y a le mode hybride, le mode recharge, où vous rechargez la batterie en roulant. Par exemple, si vous arrivez dans une ZFE, alors une zone à faible émission. Exactement, vous pouvez rouler en tout électrique, même si vous êtes parti de chez vous batterie vide, parce que pendant le trajet, vous allez recharger. Alors, en termes d'environnement, c'est pas la meilleure idée, mais ça vous permettra de recharger la batterie. Vous avez un mode sport qui sert pas à grand chose. Vous avez un mode tout-terrain qui active les 4 roues motrices, puisque en fait, c'est 4 roues motrices. Bon, sous le capot, il y a franchement du monde. Vous avez un moteur 4 cylindres 2,5 litres, 185 chevaux, un moteur électrique avant de 184 chevaux, un moteur électrique arrière de 53 chevaux. Au global, ça fait 306 chevaux. Et vous allez me dire, il ne sait pas compter en plus le garçon, parce que 185 plus 184 plus 53, ça ne fait pas 306. Mais tout ça, ça dépend de la puissance de la batterie. Alors en mode électrique, parce qu'on peut rouler tout en mode électrique, les performances sont déjà bonnes, jusqu'à 135 km/h, 0 à 100 en 10 secondes, c'est bien. C'est bien, d'autant que la voiture fait presque 2 tonnes. Et vous avez réellement... Alors, 2 voitures en une. Je vous disais, là, on a des performances suffisantes en électrique. Et comme on a une batterie qui est quand même assez conséquente, on arrive réellement minimum à 70 km d'autonomie, entre 70 et 80 en parcours mixte, et jusqu'à 100 km si vous êtes en agglomération. Donc vous pouvez rouler, si toute la semaine vous avez besoin d'un véhicule électrique, ça le fait, et si vous partez le week-end, vous aurez une voiture hybride. Une voiture hybride qui en plus est extrêmement confortable et silencieuse. Ça, c'est les 2 plus grosses qualités de la voiture, qui marche fort, je vous l'ai dit, elle fait plus de 300 chevaux, donc quand on accélère, il se passe quelque chose. Et malgré ça, on a des consommations en mode hybride, c'est-à-dire une fois que la batterie de traction est vide. Moi, j'ai mesuré, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que Suzuki dit... alors l'homologation c'est 2,5 litres au 100, c'est du bidon. Suzuki dit 6,6 litres au 100, c'est exactement
le chiffre que j'ai réussi à obtenir. Et c'est très étonnant. Ouais. Un véhicule de 2 tonnes, de plus de 300 chevaux, qui consomme 6,6 litres au 100, je pense qu'on vous aurait mis sur un bûcher il y a 15 ans si vous aviez prétendu que vous Moi, pouviez non, faire ça. Parce que je suis pas une sorcière. Bon, alors quand même, il faut... Bon, voilà. Le prix. Ouais, là, il n'y a pas d'option, il n'y a rien. C'est 53 990 €. C'est vrai que ça pique un peu les yeux. Cher. Mais en même Pas temps, que les yeux, hein. je vous ai dit, il y a 2 voitures. Ouais, mais quand même. Alors, 2 voitures Ouais, pour quand 53 990 € finalement. Hein. Ah, mais quand même. Oui, Ah c'est ouais. vrai que c'est Ah, cher, quand même. c'est vrai que Disons que c'est c'est cher. pas accessible à tout le monde. Non, c'est pour ça, je vous ai dit, c'est la Suzuki la plus chère de l'histoire. Ah ouais. Bon, ben, en tout cas, merci. Mais franchement, c'est vachement bien. Et pour comparer au RAV4, finalement, comme je le trouve plus joli et qu'il est un peu moins cher, finalement, je le trouve mieux que le modèle d'origine. Bon, eh ben, c'est une bonne idée, en tout cas, de l'avoir découvert. Et puis, on peut le suivre et voir le film que vous avez fait sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, et la semaine prochaine, ça sera moins cher, je vous promets. D'accord. Vous avez déjà une petite idée de ce Oui, que... c'est la Bayonne. Ah oui, la fameuse Bayonne. Que j'ai Celle essayé, vous qu'on- savez quoi que les gens On l'a vont essayé acheter. à Strasbourg en plus. Les bonnes personnes. Ouais. Et j'ai eu de la neige. Ouais, on en parlera demain. Ouais. Ou plus Oui, tard, demain, la semaine oui. prochaine. Ouais. Ok. Bonne nuit. Hein. Non, c'est pas ça. Mais tout de suite, eh bien, mon ami Jean-Luc, nous allons parler pneus, parce qu'il y a aussi un joli sujet actuellement sur les pneus. Vous les appelez comment, vos pneus, vous? Flat? Plate? Run flat. Run flat. Run flat. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre... Et nous accueillons Joël Morbet, qui est directeur Consumer France de Bridgestone. Bridgestone. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, Joël à l'appareil, merci de me recevoir. Bon, on va parler Run Flat. Alors, Run Flat, j'explique pour ceux qui ne sont pas fluently in English, comme moi. Run Flat, c'est un pneu qui permet le roulage à plat. En général, sur une distance de 80 km à une vitesse maximale de 80 km/h. C'est des pneus que je n'ai jamais aimés. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent un surcroît de sécurité. C'est vrai, si vous crevez, votre pneu ne va pas déjanter, puis vous permet, par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, d'aller jusqu'à la sortie suivante ou à l'aire de repos en toute sécurité. Donc ça, c'est l'avantage, un vrai avantage sécuritaire. En revanche, tout le reste, c'est que des inconvénients. D'abord, c'est un pneu qui est 30% plus cher. Ensuite, c'est un pneu qui est notoirement inconfortable. C'est des pneus qui sont plus lourds, donc qui vont augmenter la consommation, qui vont dégrader le confort en même temps. Donc, jusque-là, il y avait presque, enfin pour moi, plus d'inconvénients à avoir des run flat. Sur les BMW d'ailleurs, elles sont majoritairement équipées en run flat. On est d'accord, Joël, hein ? Absolument. Voilà. Et vous avez cité rapidement les inconvénients qu'on a essayé de traduire. De avec pallier avec ce nouveau pneu qui s'appelle Drive Guard, c'est ça, hein ? C'est ça, on a travaillé sur les inconvénients pour essayer de transformer ces inconvénients sans en perdre les avantages. Et on a lancé un pneu qui s'appelle effectivement le Drive Guard et qui est alors déjà moins éloigné du prix de son homologue classique, on va dire. Hein. On a travaillé sur le prix, puis on a travaillé sur les inconvénients. Le principal, vous l'avez cité, c'est un pneu qui est un peu plus difficile, un peu plus dur. Et là, on a travaillé aussi sur le confort pour que finalement, on retrouve tous les avantages d'un pneu qui permet de continuer à rouler même lorsqu'il n'y a plus de pression dans le pneu et en même temps sans en avoir les inconvénients. Alors comment vous faites ? Parce que alors sur les pneus, les vrais run flat, on sait il y a une sorte de talon à l'intérieur, les flancs sont renforcés. Comment ça fonctionne, vous ? Alors c'est effectivement ce qui existe sur les run flats. Là, on a travaillé plutôt sur la matière et les composantes de gomme qui constituent le pneu pour continuer à avoir ce support du pneumatique qui peut rouler sans pression. Mais en même temps, on a travaillé sur sans rentrer dans la technique, sur des matériaux plus légers et surtout sur le fait que le pneu se refroidisse. Et quand on regarde le pneu, vous voyez des petites ailettes. Alors, il se refroidit quand il est à plat, hein, on est d'accord. Hein, il n'a pas besoin de se refroidir quand vous roulez normalement. Non, absolument. Et l'intérêt du refroidissement, c'est que le pneu ne monte pas en température et permet justement de continuer à rouler, de rester stable. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un roulage sans pression, je ne vais pas dire à plat parce que le terme n'est pas bien choisi, eh bien vous continuez à pouvoir utiliser votre pneu s'il est réparable. Et ça, c'est le gros avantage du run flat, enfin, d'un système run flat ou d'un système de pneus où on peut rouler sans pression. Mais le premier avantage est lié au fait qu'on peut continuer à rouler même si le pneu est crevé. Et, pareil, toujours 80 km à 80 km/h 80 km à 80 km/h, ce qui permet soit de rejoindre ton domicile, soit un point de réparation. Et là, il n'y a plus besoin de s'arrêter au bord de la route, de changer le pneu, de se retrouver dans des conditions un peu difficiles, on va dire. Et donc, c'est vraiment tous les avantages du run flat.
avantage qui a réellement un écho auprès du consommateur, puisqu'aujourd'hui, quand vous ouvrez votre coffre, vous ne trouvez plus de roue de secours la plupart du temps. Dans la meilleure des solutions, vous avez un kit de réparation. Mais quand on sait que 50% des gens ne savent pas vraiment comment on s'en sert, là, on a un avantage évident qui est de pouvoir continuer à rouler. Donc, c'est ça l'innovation majeure du Run-Flat, mais surtout le produit qu'on a voulu on l'a vulgarisé, puisqu'en fait, c'est un des autres avantages du DriveGuard, c'est qu'on peut le monter sur une tourne classique. Alors tout à l'heure, si moi, par exemple, sur ma voiture où j'ai des pneus classiques, je peux adopter ce pneu-là sans avoir besoin de modifier les jantes. Alors que sur un Run-Flat classique, il faut une jante Run-Flat, on est d'accord? Absolument. C'est aussi un des avantages, c'est qu'en fait, vous enlevez de votre pneu classique, vous le remplacez par un DriveGuard, et finalement, vous avez tous les avantages du Run-Flat sans avoir à changer tout le système jantes et pneumatiques. Donc c'est un des avantages. La seule chose qui est toujours importante à regarder lorsqu'on s'équipe de DriveGuard, c'est d'être assuré que le véhicule, tous les véhicules récents le sont, mais peut-être d'anciens véhicules qui ne le sont pas encore, mais de s'assurer qu'il y a un système qui vous permet de mesurer la pression des pneus en temps réel, parce que quand on crève avec ces pneus-là, on se rend pas compte qu'on a crevé. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si vous êtes sur une nationale ou sur autoroute, une surnationale, vous continuez votre route. Et si le capteur, c'est bluffant d'ailleurs, c'est même assez bluffant. Si vous voyez pas que la pression est descendue avec soit un petit pictogramme, ou enfin tout dépend du système, et bien vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Et donc là, effectivement, si vous roulez au-delà de 80 km, on peut dégrader le pneu et on peut avoir. Donc il faut vraiment se dire que le véhicule doit être équipé d'un système de capteur pour indiquer que la pression est pas bonne, et à ce moment-là agir et se rendre dans un point de réparation pour le pneumatique. Il y a un truc qui piquait les yeux avec les Run-Flat, j'ai dit tout à l'heure, c'est le prix 30% supérieur à celui d'un pneu normal. Est-ce que vous, au moins, ça permet de diminuer un peu le tarif du pneu? Alors là, on a travaillé, nous, sur justement un pneu qui est un peu plus cher que son homologue à dimension équivalente. C'est combien? Et on arrive entre 8 et 10% plus cher en prix consommateur. Donc on a réduit l'écart effectivement par rapport au Run-Flat qui est les équipements souvent d'origine, comme vous le disiez par exemple sur BMW. Et puis en plus vous proposez du pneu hiver, du pneu 4 saisons et du pneu été, donc c'est parfait. Oui, on l'a décliné sur toutes les catégories, hiver, été, toutes saisons, ce qui permet finalement d'avoir un choix à la fois dimensionnel, parce qu'on couvre pas tout le marché français sur ce type de produit, mais on en couvre une bonne partie, et à la fois quand la couverture quant à l'utilisation est forte aussi, puisqu'on a soit du pneu été, soit du pneu hiver, soit du pneu toute saison. Oui. Voilà, en tout cas, on a Merci fait le tour. Joël. On a fait le tour avec vous. Merci beaucoup Joël Morbet. Tu me réconcilies avec le Run-Flat alors. Directeur Consumer France de Bridgestone. Allez, tout de suite, on va faire une pause et puis ensuite, on va vous parler de ces particules qui sont émises par le freinage des voitures. Y a-t-il une solution? On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Bon week-end. Et nous allons évidemment dans quelques instants, à midi précisément, retrouver Ça roule avec cette question que l'on vous pose et ce sujet sur les routes de France. Nos routes qui sont de plus en plus dégradées, et vous vous rendez bien compte qu'avec la Covid, il y a beaucoup de chantiers qui ont été annulés, voire totalement reculés. C'est de pire en pire, Jean-Luc. C'est vrai qu'il y a des petites routes. Oui, non, mais surtout, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est qu'on dépense de l'argent pour faire des ralentisseurs et qu'on ne bouge pas les trous sur les routes. Voilà, on en parle à partir de midi avec Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes. Il y aura aussi un maire d'une jolie petite commune de Bordeaux, et vous êtes les bienvenus pour venir nous raconter, vous aussi en tant que maire ou en tant que professionnel de la route, ce que vous vivez sur ces routes de France totalement abîmées. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. 0826 300 300 aussi pour nous rejoindre dans On parle auto, puisque vous savez qu'on finira l'émission avec quelle auto choisir. Vous pouvez aussi vous inscrire. Comment mettre un frein aux particules issues du freinage? Joli jeu de mots, Jean-Luc Moreau. Oui, parce que vous savez, sur les véhicules récents, alors on n'arrête pas de parler des émissions à l'échappement, mais en fait les émissions à l'échappement avec les filtres à particules ont été beaucoup réduites ces dernières années, à tel point qu'aujourd'hui le premier émetteur de particules, et des particules extrêmement dangereuses, on va en parler avec Christophe Rocacera qui est avec nous de Talano Technologies, ce sont les particules de freinage. C'est 4 fois plus de particules de frein que de particules émises à l'échappement. Plus dangereuses que celles du moteur. Ah oui, beaucoup plus. Alors on ne devrait pas arrêter de taper sur les moteurs thermiques alors. On devrait déjà régler ce problème de freinage. Exactement, régler ce problème de freinage. Bonjour Christophe. Rocacera. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes où? Pardon? Vous êtes où?
Là, je suis en Provence. Oui, je me doutais. Je décidément, sentais le soleil là. on moi. entendait les cigales presque. Donc, Christophe, les particules de frein, c'est si dangereux que ça? Oui, malheureusement, en fait, ce sont des particules qu'on appelle des particules fines ou ultra fines, puisque la taille de ces particules va descendre jusqu'à celle d'un virus. Donc ça veut dire que ça pénètre complètement et extrêmement profondément dans l'organisme et il n'y a aucune barrière en fait qui arrête ces particules. Et ce sont des particules de carbone et des particules de métal. Et c'est quelque chose en fait qui est très agressif pour l'organisme. Par exemple pour la barrière pulmonaire, toutes les études récentes le démontrent. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des liens également avec la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Ah bon? D'accord. Carrément. Ouais. Alors, une particule de cuivre sur 2 qui est dans l'air, en fait, est issue des freins aussi. Exactement. Et le cuivre nanométrique, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Donc, on ne va pas faire un cours là, de bien sûr. santé mais est-ce que c'est le même problème que les problématiques de freinage du métro, qui est un des plus gros pollueurs de Paris? C'est encore pire. C'est encore pire sur le métro, parce qu'à chaque fois que vous freinez... Alors, je suis allé dans les locaux de Christophe il y a une quinzaine de jours, où il passe une petite vidéo où on voit... Alors, c'est quoi? C'est un RER qui freine, c'est ça? Exactement. Vous avez matérialisé en fait le nuage de particules qui était émis par un RER à chaque fois qu'il s'arrêtait. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, c'est plus polluant que... Voilà. Alors la solution, c'est évidemment d'aspirer ces particules de frein au moment où elles sont émises. Alors il y a une solution pour les trains et les métros, puisque justement, tu as la nanotechnologie. On va faire un cocorico. Alors, cocorico double, parce que là, on a parlé de Napoléon cette semaine. En plus, vous êtes corse. Alors, donc, double cocorico, parce que c'est corse et c'est français. Vous avez mis au point un système qui permet justement d'éliminer ces particules. Comment ça marche? En fait, on est parti du principe, pour les voitures ou pour les métros, les trains, c'est exactement le même principe. On est parti du principe, en fait, que ces particules, vous n'arriverez jamais à vous en séparer tant qu'il y aura un frein à friction. Donc, ce que l'on fait, en fait, on crée une rainure à l'intérieur de la plaquette de frein et on vient aspirer directement. Donc, en fait, on aspire les particules avant qu'elles ne se disséminent dans l'air. C'est un peu comme si Laurence avait un petit aspirateur et au moment où elle freine, elle le penche par la portière pour aspirer les particules. Non, c'est mieux qu'il soit intégré. Je vous le déconseille, mais le principe est celui-là. Et donc, en fait, l'aérologie, le flux d'air dans le passage de roue d'une voiture, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. D'où l'idée d'aspirer à l'intérieur, en fait, des garnitures de frein directement avant que ça se répande dans l'air. Mais on en fait quoi après? Vous les stockez dans un petit filtre? Exactement, il y a un filtre qui est dans la voiture et qui sera à changer en même temps que vous faites vos révisions, donc disons tous les 2 ans ou tous les 30 000 kilomètres. Alors, est-ce que les véhicules électriques ou hybrides émettent autant de particules que les véhicules thermiques? S'ils ont des freins à friction, oui. S'ils ont des freins à friction, oui. Oui, on se souvient de la Renault Zoé. Renault nous disait la voiture zéro émission. Alors c'est pas vrai. Il y a quand même des particules de frein. Elles sont quand même moins nombreuses. Mais pourquoi elles sont moins nombreuses? Parce que vous avez du freinage régénératif. C'est-à-dire que en décélération, c'est le moteur électrique qui va se transformer en frein. Et vous n'avez du freinage mécanique que... alors, si vous vous débrouillez bien, vous avez tout intérêt à utiliser au maximum la régénération, parce que c'est de l'énergie gratuite que vous récupérez pour recharger la batterie, et vous n'usez pas les plaquettes de frein, donc vous êtes plus écologique, mais au dernier moment, on a quand même un peu de freinage à friction. Et ce que me disait Christophe, c'est qu'il est monté dans un taxi qui était une Tesla, où le mec disait, moi, je freine jamais, et en fait, ses jantes étaient quand même, il y avait de la poussière sur ses jantes, c'est à ça qu'on reconnaît les particules de frein. Voilà. Exactement. Et c'est très significatif. Sur une Tesla, vous avez ce qu'on appelle un étrier de frein haute performance. Ce sont ce qu'on appelle des étriers fixes par rapport au flottant qui est le reste de la technologie des freins. C'est ce que vous voyez sur les Porsche, les Ferrari, ces espèces d'énormes blocs freins. Ça coûte très cher. Et croyez-moi, quand un constructeur automobile peut éviter de mettre une pièce très chère, il l'évite. Donc si vous avez sur les Tesla, ces gros freins énormes, c'est parce que vous sollicitez votre freinage à friction. Bah oui, comme le disait quand vous avez une voiture qui roule à 200 km/h sur les autoroutes allemandes et qui pèse 2 tonnes, au moment où il faut l'arrêter, il faut des freins. On a une réaction là sur Facebook, sur la page Sud Radio, qui voit notre émission en direct. Il y a Stéphane qui dit: les Alpha avaient trouvé le truc avec un seul disque sur le train arrière.
Oui, alors on peut aussi mettre son pied par la portière et puis freiner comme ça. Oui, non, mais là, votre système, il a l'air d'être bien, mais il est pas sur ma voiture, il n'existe pas aujourd'hui. Alors, c'était ça la question que j'allais poser à Christophe, parce que nous, je crois qu'on a commencé, on s'est rencontrés en 2013 pour la première fois. Bon, aujourd'hui, on est en 2021, donc la technologie a bien progressé. Quand est-ce qu'on la voit arriver sur des voitures en série ? Effectivement, comme vous le disiez, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. C'est très long à mettre au point. C'est l'organe majeur de sécurité d'une voiture. Donc, très sincèrement, on vous laisse pas jouer comme ça avec tout ça. Donc, c'est très long en termes de validation. Mais au-delà de ça, les constructeurs automobiles sont pas philanthropes. Et ils nous disent tous, c'est formidable, mais tant qu'il n'y aura pas de réglementation, on va pas mettre quelque chose qui coûte de l'argent sur une voiture. Donc, la clé de voûte, c'est la réglementation, et c'est Euro 7 qui arrive en 2024-25, qui devrait inclure les freins. Mais c'est dingue. Donc nous, on l'espère fortement, parce que le problème, c'est que vous freinez dans les villes, et c'est là où il y a les concentrations de pollution les plus importantes. Évidemment, et c'est là où il faut agir. Non, mais ce que je trouve dingue, c'est qu'on nous fait une chasse aux sorcières sur tout ce qui est pollution, avec les ZFE, avec les motorisations, avec les trucs. Là, vous avez une solution qui existe aussi pour en enlever une partie, et on est obligé d'attendre 2024. Je veux dire, il y a un moment, il n'y a pas des constructeurs. Vous m'avez parlé d'un constructeur allemand, je ne vais pas le citer, mais il y a des anneaux sur les capots, là, ils ne vont pas le sortir avant. Alors, on travaille avec plusieurs constructeurs. La collaboration que l'on a avec Audi, elle est publique, puisque ça a fait sujet à des publications communes avec nos amis d'Ingolstadt. Et puis, on travaille avec d'autres. Et il y aura forcément ce qu'on appelle en marketing des early adopters, des gens des constructeurs qui vont l'anticiper. Ce qui est d'ailleurs très bien dans ces cas-là. Hein. C'est souvent comme ça dans l'automobile que ça se passe. Vous avez en général les premiums qui peuvent se permettre, parce que les voitures sont vendues beaucoup plus cher. Ça coûte combien, ça coûte combien d'ailleurs le système ? C'est les versions premium qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est aux alentours de 300 € par voiture. Sur une voiture qui vaut 50 000 €. Juste une question, oui, on est d'accord. C'est encaissable. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces filtres ? Parce que on a cassé les filtres à particules diesel, on en a encore pris plein la tête. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Qui c'est qui les retraite, et etc., etc. Alors on est en train, c'est un vrai sujet, une vraie question. Donc on est en train de travailler sur la valorisation justement de ces déchets, ce qu'on appelle de l'économie circulaire, qui est un mot à la mode. En fait, comme vous avez dedans beaucoup de métaux, on peut les recycler. Donc en fait, vous les mettez dans un four et vous montez graduellement la température et vous passez par toutes les températures de fusion successives de chacun des métaux et vous récoltez des lingots, en fait, tout simplement. Donc déjà, il y a beaucoup de cuivre. Voilà, il y a du cuivre. On va vous aimer, vous, là. Exactement. Le cuivre est à... Le cuivre, on en a besoin, oui. Ouais. Et puis c'est à 8 ou 9 000 € la tonne. Et vous avez vu, ça a flambé le prix du cuivre, ça devient l'or rouge. Bon, écoutez, on a fait le tour. Christophe, vous nous tenez au courant ? Merci Christophe. Avec plaisir, merci à vous. Christophe Roccassera, qui est le président, on dit ça comme ça ? Oui, CEO. On ne peut pas dire ça en français. Talano Technologies. President of Talano Technologies, c'est le PDG en fait. Eh ben, on va rencontrer maintenant quelqu'un qui a besoin de vos conseils, monsieur Jean-Luc Moreau. Pour acheter une Toto. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Une Toto derrière l'église, c'est ça ? J'aime bien parce que c'est régressif notre émission. Oui. Bonjour, j'en ai même perdu votre prénom. Salut Antoine. Salut Antoine. Bonjour Laurence, bonjour Maître Jean-Luc Moreau. On vous écoute. Alors je vous ai contacté parce que j'habite Bruxelles et j'écoute votre émission en podcast. Je conduis actuellement en véhicule de société un Renault Espace 5 de 2017, DCI 160 avec la finition initiale Paris. Donc Jean-Luc connaît bien ce véhicule, on a même vu le président dans ce véhicule pendant quelques temps. Très confortable, mais qui donne parfois un peu le mal de mer à l'arrière quand on est en position confort. C'est le défaut que je trouve à cette voiture. Mais tout à fait, et sur les ralentisseurs aussi, on saute un petit peu. Globalement, je suis content du véhicule. C'est un véhicule qui a souffert de quelques petits problèmes de fiabilité dans les toutes premières... C'est ce que j'allais vous dire. Dans les toutes premières versions, donc batterie à plat après 1 an, boîte auto un peu capricieuse en période de rodage, mais globalement, c'est un véhicule qui a beaucoup d'avantages. 4,85 m de longueur, beaucoup d'aide au stationnement, même pour ma femme qui le conduit parfois. Et ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est effectivement le coffre immense, une fois les sièges rabattus.
il y a environ 2 mètres, donc j'ai déjà pu traîner un abri de jardin, des meubles en kit suédois, en ayant le haillon arrière fermé. Et là, vous allez être ZFE à Bruxelles. Ouais, on va passer à la question parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Comme malheureusement dans pas mal de villes, et le diesel, vous ne pourrez plus l'utiliser. C'est ça votre question aujourd'hui. Hein. Tout à fait. En et 2030, donc vous voulez interdit. 7 places. Vous voulez pouvoir remettre un abri de jardin? Je voudrais remettre un abri de jardin, oui. Non, donc effectivement, 5 places pourraient être suffisants. Mais comment on retrouve dans un véhicule hybride ou électrique quelque part ce niveau de finition et ce côté pratique modulaire interne? La vraie question que je vais vous poser, c'est quel est votre budget? Parce que des solutions, j'en ai plein pour vous, mais c'est une question de budget. Alors c'est un véhicule... Oui, c'est une voiture de société, donc c'est un véhicule ici qui, à l'achat, avec les réductions, valait à peu près 38 000 euros. Ah, c'est ballot, parce que moi j'avais le Volvo XC90, mais il est juste 2,5 fois plus cher. Donc, mais par contre, c'était bien. Hein. Ouais, franchement, en hybride rechargeable, le T8, non, c'était top. Hein. Ouais, mais là, vous faites vraiment de l'humour, on la provoque. Oui, non, mais là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, mais j'ai quand même d'autres propositions. Ça sera plus cher que votre espace pour avoir un volume équivalent à l'intérieur, puisque vous savez que les monospaces ont disparu du paysage. Hein. Absolument. Voilà. Bon, après, à peu près dans les mêmes budgets, vous avez un Peugeot 5008. Oui. Bon, qui a un coffre qui est moins volumineux que l'espace. Bon, là, vous pouvez avoir les solutions. Alors, il n'y a pas en plus, il y a pas la solution hybride malheureusement sur le 5008. En revanche, si vous allez chez Hyundai, le Santa Fe. Le Santa Fe existe en version hybride et bientôt hybride rechargeable. Alors je ne sais pas votre société, mais ça peut. Je ne sais pas quelle est la fiscalité en Belgique sur ces véhicules-là, mais ça peut être intéressant pour une société d'avoir un hybride rechargeable avec des émissions de CO2 qui sont très basses, parce que vous avez tout un tas de taxes qui sautent. Tout à fait. Donc ça peut être quelque chose à leur soumettre. C'est un véhicule qui fait pratiquement 5 mètres de long, donc qui est à peu près dans l'encombrement de votre espace, qui a un coffre qui sera légèrement plus petit, mais par contre la voiture sera beaucoup plus performante. Au total, le système hybride, vous irez à 230 chevaux sur la version hybride et même encore plus sur la version hybride rechargeable. Et surtout, même encore plus confortable que le vôtre, c'est-à-dire... c'est pas que l'espace est pas confortable, mais c'est caricatural. C'est trop mou quand on est en position confort et c'est trop ferme quand on est en position sport. Là, vous avez, on va dire, une position intermédiaire qui sera plus sympathique. Et puis surtout, vous avez la fiabilité de Hyundai qui sera plus importante. Donc ça, c'est une solution qui ça sera un peu plus cher que votre espace. D'ailleurs, 30 000 euros, c'était pas très cher. Hein. Vous avez dû vous tromper. Hein. 38 38. Ça me paraissait pas cher, hein. Surtout en finition. Mais il avait bien dit avec toutes les baisses de prix société, etc. Ouais. Parce que là, le modèle de base coûte 41 900 euros. Donc on est à peu près dans la même fourchette. Parce que j'avais d'autres propositions, mais c'est beaucoup plus cher, donc on va les oublier. Et puis ça va être beaucoup plus long. Mais ça, par contre, ça rentre. Bon. Donc c'est une bonne solution. En plus, il y a une super gueule. Bon, super. Antoine, vite fait, ça vous va ? Ça me va très bien. Jean-Luc, Skoda Kodiaq hybride, peut-être, ça peut être une option. Oui, alors je n'ai pas essayé le Skoda hybride, le Kodiaq. Il y a même une version, il y a même maintenant un Skoda électrique qui va arriver. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Ça, c'est votre côté féminin. Hein. Ils sont pipelettes comme moi, dites donc. Bon, Antoine. Le Kodiaq, c'est gigantesque. Je vous fais un bisou, mais là, il faut vraiment qu'on y aille. Parce que là, la météo, pas la météo, mais le journal, tout ça, ils vont me dire pas d'accord, Lolo. Tu prends trop de temps. Mais je dirais, c'est pas de ma faute. Non, mais c'est bon, ça y est, on s'est à moitié mis d'accord sur le. Antoine, merci. Bon week-end en Belgique. Ami Jean-Luc Moreau, au revoir. Oui, on se voit la semaine prochaine, Lolo. Peut-être. On vous parlera de Bayonne. Oui, de Bayonne et pas que de la ville. On vous